Bonjour à tous et bienvenue dans Icebreaker, le podcast d'Eskimos. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alice qui est CMO de Welcome to the Jungle. Bienvenue Alice. Hello, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi et merci d'être prêté au jeu. On avait à cœur de te recevoir parce qu'en fait, il y a plein de sujets hyper intéressants sur lesquels on va rebondir et on va partager aujourd'hui. On va revenir notamment sur ton parcours, on va revenir sur la trajectoire de la boîte, sur laquelle aujourd'hui tu opères d'un point de vue marketing. Welcome to the Jungle, c'est une boîte super que tout le monde connaît. Nous-mêmes, Eskimos, on est clients. C'est vrai. D'ailleurs, si vous cherchez un emploi, j'en profite. On a 18 jobs disponibles en ce moment, donc n'hésitez pas à aller sur la page Welcome to the Jungle pour candidater chez nous. Et en fait, on va aussi aborder tous les enjeux de marque et d'IA qui sont un peu au cœur de la stratégie de la boîte actuellement. Donc, avec plaisir. Donc on va passer un super moment ensemble. On a une coutume chez Icebreaker, on commence toujours par une vignette qu'on appelle Touchous. D'accord. Touchous, c'est 45 secondes qu'on laisse à l'invité pour se présenter, pour nous dire qui il est et ce qu'il fait. D'accord. Donc à toi de jouer. Ok, 45 secondes, Touchous. Donc moi je suis Alice Hager, Chief Brand Marketing Officer chez Welcome to the Jungle depuis 3 ans. Mon rôle chez Welcome, c'est de piloter les équipes marque et marketing dans leur ensemble et de faire en sorte que Welcome to the Jungle soit pas uniquement une belle marque et une marque attractive et connue de tous, mais qu'elle soit vraiment au service du business. Et de surcroît, dans un secteur, celui du recrutement, qui à l'heure actuelle est quand même, on peut le dire, très très chahuté, parce qu'on est dans un secteur où concrètement, les recruteurs sont noyés sous des volumes de CV, les candidats de l'autre côté n'arrivent pas à trouver d'emploi, et donc en fait les deux parties ne se rencontrent pas. Donc moi, mon rôle là-dedans, c'est de faire en sorte que notre proposition de valeur, elle soit hyper claire, pour que justement les talents, les candidats et les entreprises puissent se rencontrer. C'est une belle mission. Puis effectivement, comme tu le dis, on lit à peu près partout que on est bientôt au début de la fin de l'histoire au niveau de l'emploi. Donc tu nous diras si demain on doit tous paniquer ou si effectivement il y a des solutions de repli. Il y a des solutions. Spoiler alerte. C'est gentil de rassurer tout le monde. En amont de l'épisode, effectivement, Alice, je t'ai demandé de préparer la séquence Icebreaker. C'est une séquence traditionnelle dans le podcast. On demande à chaque invité de nous partager 2 vérités et un mensonge. Et moi, je dois essayer de démêler le vrai du faux. 2 vérités et un mensonge. Alors, j'ai fait un mix volontairement de pro et de perso. Donc, premier élément, petite, j'ai passé les concours pour intégrer l'Opéra de Paris. Dans ma carrière, j'ai connu une crise majeure qui m'a amenée à repenser beaucoup de choses. Et je suis obsédée par la performance business avant le sujet de la créativité, alors que mon background, c'est la marque et la créativité. C'est 3 bonnes anecdotes. Je pense que je vais réussir pour une fois. Je pense que j'ai senti un truc qui m'appelle. L'Opéra de Paris, ça, je veux bien y croire. Donc, je dis que c'est vrai. C'est vrai. Okay. Bravo. Et la partie business, performance, ça aussi, je veux bien y croire. Au-dessus de l'image et du branding. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu vois, t'as déjoué pour une fois, j'ai déjoué les pronostics. Sachant que la grande crise, on l'a tous un peu connue avec le Covid, donc ça aurait pu être quelque chose de vrai aussi. C'est vrai, exact. Ça a remis en question évidemment beaucoup de schémas de pensée, et notamment dans le secteur de l'emploi où il y a beaucoup de personnes qui ont changé de carrière. C'est vrai. Super, effectivement, tu l'as dit en préambule quand tu t'es présenté, donc aujourd'hui tu as à peu près 15 ans de carrière dans l'écosystème marketing. Ouais. Ce qui est intéressant avec ton parcours, et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui avec nous, c'est que tu as connu un peu les deux mondes, c'est-à-dire que tu as connu à la fois la partie agence, tu as fait 6-7 ans dans les plus grandes agences françaises, Publicis, Havas, plutôt côté créatif. Oui. Et depuis une dizaine d'années, tu es chez Annonceur dans 3 secteurs différents que tu vas nous présenter. Peut-être qu'on peut revenir d'abord sur la partie agence. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on y fait en agence pendant 7 ans? Voilà. Donc moi, j'ai démarré effectivement ma carrière en agence de publicité. À l'époque, on disait agence conseil en communication. J'ai démarré chez BETC ma carrière. Et donc moi, j'étais donc on était en 2008. Et donc à l'époque, le digital était vraiment balbutiant. Et donc chez BETC, ils étaient réputés pour faire de la publicité traditionnelle, donc l'affichage, la radio, la télévision. Et ils commençaient à peine à créer le segment digital. Et donc moi, je suis arrivée pour être le pendant du chef de pub. Et j'étais donc chef de projet digital. Et mon métier, par exemple, j'ai travaillé sur Evian. Quand il y avait la chef de pub qui préparait toutes les copies pub télé d'Evian, moi, je devais faire les adaptations pour le digital. Donc à l'époque, c'était beaucoup de mini-sites
C'était beaucoup de plans de bannières. J'ai travaillé longtemps pour l'auto et j'ai fait tous les plans de bannières de la Française des Jeux, etc. Donc voilà, c'était ce type d'action que j'ai fait pendant pas mal d'années. Des bannières, pourquoi? Pour du programmatique derrière? Ouais, exactement. Voilà. Okay. Et donc, j'étais dans un monde, en fait, on intégrait une agence vraiment créative, incroyable, mais on arrivait avec je dirais, un savoir-faire qui était totalement étranger à l'époque à toutes les personnes qui étaient dans l'agence. Donc, c'était assez marrant parce que j'avais l'impression d'être une agence dans l'agence. Chez BETC, et grâce à eux, moi j'y ai fait mes armes. C'est eux qui m'ont appris la stratégie de marque, qui m'ont appris à aiguiser mon œil créatif et à être en capacité de juger une idée créative, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est eux aussi qui m'ont fait prendre conscience que la créativité, avant tout, elle était toujours au service du business et que ce n'était pas la créativité pour le plaisir des belles choses, d'un sens de l'esthétisme, etc. Donc ça, c'était assez dingue. Et après, je suis partie chez Marcel, Publicis, donc une toute autre culture, parce que c'était le groupe Publicis. Et là, j'étais en charge de différents comptes français et internationaux pendant quelques années. Et après, je me suis occupée du new business. Et ça, j'ai adoré, parce que moi, les appels d'offres, se mettre dans une room pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour essayer de remporter le budget, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez incroyable aussi en termes d'adrénaline. Et ce que j'ai adoré de façon générale dans mon parcours agence, c'est la possibilité de pouvoir traiter 1 milliard de problématiques différentes, 1 milliard d'industries différentes et d'arriver quand même à y trouver des dénominateurs communs et de se dire in fine qu'est-ce qui est le plus important, comment est-ce que je vais servir au mieux la marque et le business de cette marque-là. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup grandir et je pense que ça m'a beaucoup aidé après quand j'ai fait la bascule et que je suis passée côté annonceur. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues, des mythes, alors certains vrais, certains faux. Là, tu vas me le dire, lesquels sont vrais et lesquels sont faux, en tout cas de ton expérience sur l'agence. Ouais. Il y a un premier mythe, c'est de dire que les Français, on est excellents sur la partie créativité. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une French touch qui fait qu'on est vraiment au-dessus Je vais corroborer. Oui, il y a une énorme French touch. De manière générale, en créativité, c'est vrai que la France, on est toujours dans le top 10 des agences mondialement reconnues, plébiscitées, etc. Quand tu regardes le top des Cannes Lions, des Clio Awards, etc., on est toujours dans les meilleurs. Quand tu regardes aussi, tu vois, par exemple, moi, j'ai mon mari qui fait de l'animation traditionnelle. L'école des Gobelins, c'est l'une des meilleures écoles au monde. Ouais. Et c'est ultra reconnu. Donc c'est vrai qu'en matière de créativité, la créativité française est reconnue et il y a une French touch sans nul doute. Ouais, c'est quoi la French touch? C'est un petit côté irrévérencieux ou quelque chose comme ça peut-être? Alors effectivement. Iconoclaste, je sais pas. Ouais, alors je pense qu'il y a un sens du craft et un sens de l'esthétisme très fort et très poussé. Je pense qu'il y a une tonalité, sans doute un peu irrévérencieuse. Alors souvent quand on pense à la tonalité, on pense à la tonalité anglo-saxonne avec parfois un ton un peu nonsense, les Monty Python, etc. Flegmatique, etc. C'est ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'on est très bon pour raconter des histoires. Et quand tu vois, par exemple, tu sais, récemment, à Noël, il y a eu cet énorme raout autour de la publicité d'Intermarché et du loup. Je pense que ce qui a énormément plu, au-delà du sujet, évidemment, IA versus animation traditionnelle, l'histoire derrière, le propos tenu, etc. Et souvent, moi, ce que je lis, c'est que la créativité à la française, c'est le fond et la forme. Donc, tu as un sens de l'esthétisme et tu as un propos qui est toujours tenu, qui est assez poussé. Il y a un deuxième mythe côté agence, c'est aussi la cadence, finalement. Ouais. Est-ce qu'on arrive à avoir des week-ends? Est-ce qu'on arrive à avoir des soirées quand on est en agence? C'est pas un mythe, je pense que c'est une réalité. Ouais. Mais honnêtement, en revanche, je pense que c'est une réalité qui est propre au monde du travail, non? Parce que moi, côté annonceur, j'ai aussi beaucoup, et je travaille beaucoup. J'ai jamais eu le sentiment de travailler moins en passant côté annonceur. Hein. Je suis content que tu dises ça, parce que moi, j'ai fait comme toi, j'ai fait agent, j'ai fait annonceur, et là, je suis revenu en agence. Ouais. Et c'est un peu ce que je dis, c'est pareil, c'est chez annonceur, moi, mes cadences, elles n'étaient pas moindres qu'en agence, et inversement, en fait. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'on est dans des configurations d'annonceurs qui sont pas forcément les annonceurs lambda, parce que tu étais dans des startups scale-up, où effectivement le delivery est quelque chose d'intense. Ça, c'est sûr. Et il faut aller chercher la croissance, etc. Et donc ça demande un effort de mobilisation, et ça demande surtout une structure, une organisation un peu au cordeau, entre guillemets. Il n'y a pas trop de gaspillage. Oui, absolument. Mais en tout cas, voilà, moi je suis là-dessus, je suis assez raccord. Et sur l'ambiance alors des agences médias, est-ce que pareil, il y a une ambiance qui est assez sérieuse, ou c'est... on a eu beaucoup de retours sur les fêtes, etc. Oui, c'est vrai. En agence créa, et je pense de manière générale, dans le monde de l'agence, comme le rythme est très soutenu, et que pour la plupart, on arrive aussi en premier job, c'est un moment de nos carrières aussi où je pense qu'en fait, on est là pour apprendre,
grandir, on se fait nos meilleurs copains du monde professionnel et en fait c'est ok de passer, en tout cas moi à mon époque, c'était ok de passer mes soirées avec les gens du travail, à travailler, à commander des sushis, à rire, à faire la fête, etc., etc. Je pense que ça va de pair aussi avec cette industrie. Il y a une forme de belle folie inhérente à la créativité et je pense qu'elle était utile parce que c'était aussi dans ces moments-là que parfois on trouvait les meilleures idées. Et justement, c'est un bon point et j'embarque sur la partie évolution du marché du travail. Ouais. T'as quitté avant le Covid, Oui. Cet univers-là. Oui. Depuis, il y a eu le Covid, il y a eu le télétravail qui s'est démocratisé. Est-ce que tu penses que dans une organisation qui met en avant le télétravail, par exemple nous chez Eskimos, on est très très pro télétravail, moi le premier. D'accord. Voilà. Est-ce que dans l'univers des agences médias, où tu l'as dit, le truc central c'est quand même la créativité, et souvent ça émerge par discussion hasardeuse autour d'un café ou que sais-je. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose qui arrive encore à émerger de façon assez forte malgré la généralisation du télétravail Alors ça, c'est une super question et je vais te dire, c'est un débat que j'ai beaucoup aussi avec, parce qu'on a la chance chez Welcome d'avoir des équipes créatives en interne. Donc c'est des conversations qu'on a régulièrement avec eux. On ne peut pas s'affranchir à un moment donné du physique quand il s'agit de créativité parce qu'il y a vraiment des moments clés, notamment les moments de brainstorm, etc. Avec la visio et la distance, c'est hyper difficile. Et on l'a vu, nous, on a de moins bonnes idées. Quand en fait certaines sessions de brainstorming on se les fait à distance et donc volontairement nous, parce que chez Welcome to the Jungle on est aussi la moitié de l'entreprise elle est en full remote, tu vois, donc c'est te dire moi les 3/4 de mes équipes sont pas du tout à Paris, elles sont éclatées dans toute la France et ça marche très bien, mais pour des moments clés on le sait, on investit pour qu'en fait on se retrouve parce que créativité et distance c'est difficile. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors que, tu vois, j'ai par exemple des content managers dans mes équipes qui sont donc aussi pour moi des créatifs, mais elles ont vraiment besoin d'avoir du télétravail parce qu'elles ont besoin d'être chez elles, de se concentrer sans bruit, de pouvoir écrire, etc., etc. Donc c'est variable et ça dépend aussi de la créativité dont on se parle, tu vois, parce que c'est tellement large. Ouais, et puis même si dans une vision un peu jusqu'au boutiste, on pourrait imaginer que du coup, ce brainstorm, demain, il peut s'opérer avec son agent IA. C'est-à-dire que, alors c'est un autre modèle, mais moi, je vois bien, en tout cas, moi, les productions que je fais. Alors, j'ai pas le même job, hein, je ne suis pas créatif, etc. Mais en tout cas, la plupart de mes livrables, aujourd'hui, j'ai change, non pas auprès de mes collègues. Alors, je le fais aussi, mais je le change beaucoup aussi après de mon agent IA. Et en fait, ça permet de faire un ping-pong. Donc, je trouve que ça me permet, moi, d'être meilleur dans ce que je produis. En revanche, je perds, j'ai moins la fulgurance. T'as vraiment l'idée, tu vois, qui sort de nulle part, etc. Ça, tu l'as pas parce que par définition, le modèle IA, il fonctionne sur un corpus existant. Ça, établi, exactement. Et c'est difficile de sortir des sentiers battus. Et donc peut-être que c'est ça la limite de ce brainstorm qui pourrait s'opérer demain. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est sûr que quand, tu vois, toutes les IA sont arrivées, je me suis ruée dessus parce que curiosité, tu vois, j'ai voulu regarder, j'ai voulu tester. Encore une fois, moi, j'ai un mari qui fait de la production aussi, donc chacun, lui, il testait l'image et moi, je testais les concepts. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'IA, d'un point de vue production, c'est incroyable parce qu'en fait, ça a donné accès à de la production au plus grand nombre. Et aujourd'hui, avec aucun matériel, tu peux produire des choses de très grande qualité. Et ça, c'est incroyable. D'un point de vue concept, pour moi, on n'y est pas du tout encore. Et je pense que les créatifs ont encore de beaux jours devant eux, ceux qui sont de très bons concepteurs. Parce que ceux qui sont de très bons concepteurs, comme aujourd'hui, l'IA, elle n'est pas du tout capable de faire ça. On ne peut pas vivre sans eux. Et ça, j'avoue, une part de moi se dit quand même, c'est tant mieux. Parce que je trouve ça important aussi de se dire que les fameuses fulgurances, et j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, sortent pour le moment uniquement d'un cerveau humain qui est la plupart du temps un peu névrosé, et c'est ça qui donne les belles idées et les fulgurances, tu vois. C'est ça, je pense qu'à la moyenne, le niveau moyen va progresser, mais effectivement sur le top 10%, peut-être que là-dessus aujourd'hui il est injouable ce top 10%, peut-être que dans 3 ans ce ne sera pas le cas, mais en tout cas aujourd'hui il me paraît effectivement inatteignable. Sur la partie agence, il y a un autre élément que tu as partagé sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as dit, en fait, j'ai grandi dans une agence qui était plutôt... alors, tu n'as pas dit le mot traditionnel, mais c'est comme ça que je vais reprendre. Mais en tout cas, qui n'était pas du tout digital native. Oui, absolument. Et tu es arrivé au moment du spin-off, entre guillemets, où il y avait ce déploiement. Et de ce que tu dis, on comprend que tu étais... en fait, toi, ta fonction, la fonction de ce pôle, c'était de décliner des concepts qui étaient pensés en physique. Voilà. Et donc, le digital, c'était un peu le porte-clés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vendait le concept, on vendait la partie offline, etc. Et en plus, parce qu'on est sympa, on vous met la partie digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que digital était vraiment dépriorisé à l'époque. C'était, même en termes de budget, c'était vraiment des queues de budget qui se... En fait, je dirais même pas que c'était dépriorisé. C'était pas priorisé du tout. En 2008, le digital, honnêtement, les réseaux sociaux n'existaient pas.
comme on l'entend aujourd'hui, c'était le début de Oui, c'est le Facebook. début, ouais, exactement. Donc en fait, franchement, c'était rien du tout. Il y avait encore beaucoup de gens qui se disaient ça sert à quoi poker, ça sert à quoi tout ça, tu vois. On n'avait pas du tout les influenceurs qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas du tout le digital d'aujourd'hui. Donc, et tu vois, moi j'ai travaillé sur beaucoup de sujets e-commerce de l'époque. C'était pareil, le e-commerce, c'était vraiment personne n'achetait en ligne en fait. Ça se Et faisait pourquoi les pas. marques y allaient alors? Elles y allaient parce que. Elles y allaient Elles disaient au parce cas où. alors, elles C'est allaient quoi pour leur. plusieurs raisons. Alors, certaines parce que très bonnes voyaient qu'en fait, ça allait devenir un nouveau levier de business majeur et que aujourd'hui, enfin à l'époque, 100% de leur business était fait dans le monde physique et qu'en réalité, les mœurs étaient en train de changer. Elles y allaient parce que conseillées par nous aussi, hein, mine de rien. Moi, je me rappelle très bien du planning stratégique de l'époque qui était très très fort chez BETC et qui avait fait une énorme étude de fond sur le rôle que le smartphone allait jouer dans les 5 prochaines années à venir. Donc on était à l'époque en 2008, donc c'était d'ici à 2015, quoi. Et le fait que ça allait devenir en fait l'outil majeur de transfo des business. Et puis elles y allaient aussi parce que, un peu comme l'IA aujourd'hui, il y a l'attrait de la nouveauté. Et donc il y avait aussi ce truc de tiens, c'est quoi? On a toujours fait de la pub et de la radio, de la pub télé et de la radio, c'est nouveau, on va y aller parce qu'on veut aussi dire qu'on a été les premiers à planter le drapeau. Enfin voilà, Je veux pas être le Kodak de 2010 à louper la dernière révolution. C'est ça, exactement. Ouais. Et je trouve ce qui est assez différent, moi ce que j'observe en tout cas aujourd'hui, c'est que sur l'IA, il y a quand même une conviction assez forte du top management. C'est-à-dire que c'est même plutôt les patrons et patronnes qui disent faut y aller. Alors elles savent pas trop comment ni pourquoi faire, mais elles disent faut y aller. Oui, absolument. Sur les réseaux sociaux, sur le smartphone, j'ai l'impression que c'était plutôt le bas qui poussait en disant c'était plutôt des personnes opérationnelles comme toi et moi à l'époque, etc. On disait ça faut y aller. Absolument. Puis les patrons et patronnes étaient là, on sait pas trop ce que c'est cet objet nouveau. C'est hyper vrai. Et d'ailleurs, je me rappelle des réunions assez lunaires où je me suis retrouvée chez des très belles marques à être en direct avec des CEO qui, tu sais, j'étais un peu la caution jeunesse. Et en fait, on disait, ah non, mais Alice, elle a 25 ans, elle va vous raconter comment ça marche Facebook, quoi. Et donc, ils me regardaient, vas-y, raconte-moi comment ça marche, etc., etc. C'était très, très étonnant. Et en même temps, c'était une chance folle parce que moi, j'ai eu accès tout de suite à des personnes très haut placées, tu vois, dans des boîtes incroyables. Et je leur pitchais à quoi servait le social media, à quoi servait, tu vois, d'investir là-dessus, etc. Et franchement, c'était assez dingue à vivre. Hein. Bah, je fais un parallèle sur le marché de l'emploi dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un discours dominant qui dit l'IA va fracasser l'entrée à l'emploi des étudiants. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, etc. Moi, à mon petit niveau, je ne vois pas ça. En tout cas, alors, ça reste que mon expérience personnelle. C'est évidemment pas statistique, mais je vois que moi, par exemple, cette année, la plupart des personnes que j'ai promues ou que j'ai fait monter dans la boîte, c'est plutôt des très jeunes qui sortaient d'école, mais qui avaient une appréhension neutre de la technologie en se disant, bah tiens, c'est un nouvel objet qui me fait gagner du temps, qui me fait gagner en robustesse, qui me fait gagner en efficacité, que je vais utiliser. Et donc, c'est ces personnes-là finalement qui aujourd'hui ont amélioré leur employabilité chez moi, ont amélioré effectivement leur positionnement dans la hiérarchie, versus d'autres profils qui sont tout aussi bons, mais qui potentiellement sont moins sur ces nouvelles tendances. Donc, j'ai l'impression quand même que pour les jeunes, c'est peut-être une menace, mais c'est aussi source d'opportunité parce que il y a un nouveau terrain de jeu sur lequel ils vont s'emparer, sur lequel des profils. Même moi, justement, j'essaie de montrer l'exemple et d'utiliser l'IA, etc. Mais il y a des profils qui sont 100 fois plus smart que moi et qui vont prendre le sujet de la meilleure des façons. De toute façon, je pense que, comme c'est le cas pour n'importe quelle révolution technologique, etc., évidemment, ceux qui sont les plus curieux au démarrage et qui vont embrasser le sujet et qui vont s'upskiller, c'est ceux qui vont tirer leur épingle du jeu versus ceux qui seront, je dirais, plus à la traîne et un peu en mode follower. Mais en tout cas, moi, ce que je vois de ma fenêtre, s'agissant du monde du travail, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité. La première, c'est que effectivement, le monde du travail aujourd'hui, il est percuté de plein fouet par le sujet de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a vu, tout d'un coup, ça donne accès à une quantité de choses incroyables. Et donc, on a l'impression que ça peut faire des employés augmentés. Et ça, forcément, pour certains, c'est une opportunité de repenser complètement les structures, de les réduire énormément, etc., etc. Moi, ce que je vois dans les faits, parce que dans ces cas-là, ce que j'aime faire, moi, c'est regarder la data et c'est de me dire qu'est-ce qu'on voit, nous, de notre fenêtre Welcome to Jungle sur notre plateforme. Year on year, ce qu'on voit, c'est une baisse, effectivement, du publication du nombre d'emplois sur la plateforme. On a en moyenne moins 10% d'offres d'emploi year on year sur Welcome. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de regarder le split par profession, par zone géographique et par seniorité.
Là, on voit des disparités, mais flagrantes. Par exemple, par profession, moi, j'ai vu que year on year, entre 2025 et 2026, tu avais par exemple dans mon domaine, moins 30% d'offres d'emploi dans le milieu du marketing. Donc là, clairement, il se passe quelque chose. J'ai vu que tu avais, à l'inverse, tu vois, évidemment, un plus 25% dans les métiers liés à l'IA. Il y a un an et demi, il n'y avait même pas ces offres d'emploi-là, de toute façon, sur les plateformes, tu vois. Et après, quand tu regardes sur les niveaux de seniorité, sur les jeunes, moi, ce qu'on a vu sur notre plateforme, c'est qu'on était à moins 8% year on year d'offres d'emploi à destination des 0-3 ans d'expérience. Parce que, c'est vrai, je l'entends autour de moi et je vois certains managers me dire « Ah ben moi, le benchmark que je donnais hier à tu vois, mon junior, aujourd'hui, je le donne à ma brand manager senior et en fait, elle le rajoute sur sa to-do list. » Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu moins besoin des juniors. Donc, la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ça. Je pense qu'on est dans un moment qui secoue et où pour le moment on a le sentiment que tout n'est que destruction, mais je pense que comme comme dans tout principe de destruction, il y aura forcément derrière de la création et qu'en réalité tout n'est pas tu vois tout n'est pas plié, il y a encore beaucoup de choses qui vont se produire et moi dans ce que je vois aujourd'hui c'est que on se pose tous plein de questions, on est tous en train d'apprendre en marchant et je crois vraiment pas au monde où demain, les équipes marketing, par exemple, parce que je parle de ce que je connais, elles vont être réduites peau de chagrin, où tu vas avoir une personne qui va faire de la growth et derrière, tu auras 15 agents. Tu auras une personne qui fera de la marque et derrière, tu auras 15 agents, etc. En revanche, oui, il y aura peut-être des équipes beaucoup plus courtes, ça c'est certain. Oui, il y aura des agents, etc. Mais comme on se le disait tout à l'heure pour le sujet de la créativité, tu auras toujours besoin d'avoir la fulgurance humaine qui va gérer le reste. Donc je pense qu'on est simplement en train de traverser ce truc-là, qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Ouais, puis il y a plusieurs points, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que cette histoire de destruction, et je reprends ton exemple de planning strat, ouais. Dans les années 70, quand on lançait des plans médias, etc., il y avait peut-être les boîtes dans lesquelles tu passais mobilisaient peut-être 30, 50, 100 personnes. Quoi. Voilà. Alors que toi, au début, fin 2000, fin des années 2000, il y avait peut-être 10 fois moins de personnes. Exactement. Et on appelle ça l'automatisation. C'était pas l'IA, mais c'était on gagnait en efficacité, il y avait des partenaires qui nous aidaient. Donc, c'est un processus assez classique. Moi, il y a quand même deux anecdotes que j'aime bien rappeler. Vas-y. C'est que j'avais lu ça, c'est quelqu'un qui disait aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, j'ai plus le chiffre exact, mais qui disait il y a 200 ou 300 000 profs de yoga. Ouais. Et si tu dis ça à quelqu'un il y a 40 ans, pour lui, c'est inconcevable. Il ne peut pas le matérialiser. De dire il y a autant de personnes qui vivent de ça. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en fait, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on crée des nouveaux usages. Et donc, il y a plein de métiers qui n'existent pas, qui dans un an, 2 ans, 3 ans existeront. Et qu'effectivement aujourd'hui on a du mal à se projeter parce que les usages sont pas tout à fait là. Et un autre truc moi que j'aime bien rappeler, c'est moi c'est ma conviction personnelle, mais c'est-à-dire que le fait de faire une croix sur les juniors, c'est que tu fais une croix sur ton futur middle management dans 3 ans en fait. Évidemment. Et tu as Salesforce qui a pris la parole cette semaine, le patron a dit on va recruter 1000 jeunes. Ah oui, j'ai vu. Exactement pour cette raison là en fait. Absolument. Et donc eux ils font exactement l'inverse des tendances marché, ce que tu dis, partageais, en disant nous on va continuer à parier sur ce sans frais. Et moi, je suis 100% aligné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cutter comme ça une ligne de 0-3 ans. C'est pas possible. Quoi. Ça me semble trop de distorsion. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, il y a des à-coups trop forts. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a des surréactions de certains et d'autres. En réalité, je trouve que là, on est complètement dans une phase émotionnelle, en fait. Tu vois, c'est un vrai truc de... pour certains, c'est un tsunami, donc c'est la catastrophe annoncée. Pour d'autres, c'est une opportunité incroyable de prendre des décisions drastiques du jour au lendemain. Moi, ce que je vois, c'est un énorme sujet d'émotion autour de ça. Et c'est vrai que, après, moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit il est urgent d'attendre dans certaines situations. Donc moi, j'ai tendance à m'appliquer ce précepte et de me dire... ne paniquons pas parce qu'il n'y a pas matière, regardons comment tout ça se passe, embrassons le truc et après on verra, tu vois, moi je vais apprendre en marchant comme les autres, mais en tout cas moi je continue toujours de recruter des juniors parce qu'en fait je ne peux pas faire sans eux, c'est impossible. Je reprends ton parcours, donc 6-7 ans en agence et après tu bascules chez annonceur, qu'est-ce qui fait que tu... Parce qu'il y a une vraie frontière un peu cognitive, quand même, intellectuelle, et que moi j'ai fait aussi. Donc, donc tu la connais. Moi j'ai ma raison, mais toi tu as peut-être la tienne. Ouais. C'est quoi qui t'a fait basculer? Écoute, moi j'avais presque 30 ans et en fait c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas un mythe, en agence on travaille énormément. Et moi, en plus, j'étais à l'époque au New Business. Donc, le New Business, ça finit par fatiguer. Tu vois, il y a un moment donné où quand tu enchaînes les appels d'offres, etc., il y a une adrénaline. Mais le prix à payer aussi est assez élevé. Et en fait, il s'est trouvé qu'à cette époque, je me suis fait chasser
pour un poste chez l'annonceur. Et jusqu'à présent, j'avais jamais véritablement envisagé l'annonceur parce que j'étais vraiment... j'avais l'impression que j'étais picousée à l'agence créative. Et donc, pour moi, quitter l'agence, c'était trahir ma famille. Et en fait, je sais pas pourquoi, pour être honnête, je me suis dit à un moment donné, tiens, cette offre m'intéresse, j'ai 30 ans, j'ai peut-être envie d'essayer autre chose. Et surtout, moi, j'ai toujours été drivée, pas par une catégorie, tu vois. Souvent, les chasseurs de tête te disent, vous voudriez travailler dans quel secteur ? Moi, cette question, j'ai jamais su y répondre parce qu'en réalité, j'ai jamais été attirée par un secteur plus qu'un autre. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était plutôt le problème qu'on venait me soumettre et qu'est-ce que moi je pouvais faire. Et donc à l'époque, Élise, qui est devenue donc ma responsable et qui travaillait chez Clépierre, les centres commerciaux, elle est venue me voir en me disant moi j'étais au Club Med pendant des années, là j'arrive pour faire direction marketing de ces centres commerciaux. Il y a 1 milliard de choses à mettre en œuvre et surtout il y a 1 milliard de problèmes à régler, et en fait j'ai besoin d'amener de là-dedans un cadre et surtout beaucoup de créativité, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait je pense que le challenge était dingue, j'ai trouvé ça fou et je me suis dit, je vais apprendre un nouveau métier. Et ça, c'est quand même assez unique. Et donc, j'ai eu le sentiment de pouvoir transférer les compétences que j'avais obtenues en agence, mais dans un tout autre secteur. Et je me suis dit, de toute façon, dans la vie, rien n'est figé. Si ça me déplaît, l'agence est toujours là. Et je le savais d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on m'avait dit, tu reviens quand tu veux. Donc, ouais, j'étais dans une démarche, je pense... envie de voir autre chose, envie de sortir de ma zone de confort parce que l'agence, ça faisait 7 ans que j'étais et que je connaissais le sujet par cœur. Et j'avais envie de vivre des nouvelles aventures. Oui, ça, des fois on se fait des nœuds au cerveau, mais en fait, il n'y a pas de départ définitif entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut quand même. On fait des allers-retours. Si on fait des erreurs, on peut revenir en arrière, on peut moi, changer. Moi, j'ai fait BETC, je suis partie chez Marcel, je suis retournée chez BETC et après, je suis passée chez l'annonceur. En fait, rien n'est figé dans la vie. Effectivement, c'est pas si compliqué. Et donc, tu étais embauchée pour construire la marque. Alors, c'est. Clépierre, c'est quoi ? C'est une foncière en fait finalement. Clépierre, c'est une foncière. Alors, par exemple, le concurrent direct, c'est Unibail. Ouais. Donc, tout le monde connaît Unibail parce qu'ils ont beaucoup investi sur la marque Unibail. Donc, Clépierre, c'était, et ça l'est, je pense toujours aujourd'hui, 120 centres commerciaux dans 16 pays en Europe. Donc, c'est quand même la deuxième foncière européenne après Unibail. Donc, très, très gros acteur du secteur. Et là, l'idée, c'était effectivement de travailler la marque Clépierre pour faire en sorte, donc c'était B2B, B2C, puisqu'en fait, ce qui nous nourrissait, c'était évidemment les marques type Zara, Maison du Monde, etc., qui finalement allaient dans les centres commerciaux et payaient les loyers. Et donc, moi, mon métier, c'était de construire la marque Clépierre auprès de la cible B2C pour faire en sorte de driver du trafic dans les centres commerciaux. Voilà. Et donc, en fait, pendant 3 ans, ce que j'ai fait là-bas, c'est construire la plateforme de marque de Clépierre pour avoir une histoire à raconter et expliquer en quoi ça consistait, créer les campagnes de publicité. Donc, dans ce cadre-là, je me suis retrouvée de l'autre côté à travailler avec des agences de publicité et puis aussi monter toutes les stratégies qui allaient venir nourrir de fond la plateforme de marque, donc les stratégies événementielles, etc. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Foncière, puis après, tu as switché chez Made. Oui, Made.com. Voilà, Made.com. L'univers du design. Faut dire .com, c'est ça à chaque fois. Je précise parce que parfois les gens me disent Made, mais qu'est-ce que c'est ? Donc Made.com, en tout cas on le disait à l'époque. Après je suis partie chez Made. Là ça s'est fait naturellement. Moi je revenais de mon premier congé mat. Et en fait, chez Clépierre, ce que j'adorais avant d'avoir mon fils, c'était que je voyageais énormément et que j'allais, tu vois, dans toutes les capitales européennes pour être au contact du terrain. Mais c'est vrai que quand je suis revenue de mon premier congé mat, être dans un avion tous les 15 jours, ce qui était mon cas à l'époque, c'était plus possible. Et donc, le hasard est quand même bien fait. Je me suis fait chasser à cette époque-là à nouveau et on m'a proposé de rejoindre Made.com. Et j'adorais le design, j'adorais cette marque et je m'entendais très bien avec la patronne de l'époque. Et donc, en fait, j'y suis allée naturellement et j'y ai passé 3 années incroyables. Et pareil, construire la plateforme de marque, voilà. C'est le même périmètre à peu près. Alors en fait au départ moi je suis arrivée, j'étais Head of Brand pour la France, donc mon travail c'était de prendre ce que le siège à Londres faisait et de l'adapter au marché français. J'ai récupéré ensuite le marché espagnol et en fait au bout d'1 an et demi j'ai été promue directrice de la marque à l'échelle européenne et donc là c'était moi qui drivais la stratégie de marque pour les 9 marchés européens et qui faisait en sorte qu'effectivement ça puisse vivre en digital et dans les showrooms parce qu'on avait des magasins aussi. Okay. Et là, tu travailles avec des agences aussi ? Et là, je travaillais avec des agences anglo-saxonnes exclusivement. Ouais, absolument. Et qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté ? Est-ce que tu t'es senti plus armé ? Est-ce que tu as compris un peu du coup, les retours que te faisaient les clients quand tu étais en agence ? Qu'est-ce que ça t'a donné comme... Alors, je me rappelle très bien que quand j'ai fait la bascule, j'ai eu l'impression de vivre une épiphanie parce qu'en fait, je me suis dit, ah non, mais en fait, quand on est en agence, soyons très honnêtes, on a souvent un ego. Et parfois un ego qui prend beaucoup de place. Et on a tendance à dire de ses clients « Oh, ils comprennent rien, faut tout leur dire, etc. » Quand je suis passée de l'autre côté, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit
Mais si moi, je ne suis pas dans l'anticipation permanente, si je ne suis pas en train de penser à 3 coups d'avance, à quoi, tu vois, devra ressembler ma marque, comment elle se comportera, où est-ce qu'elle devra être, et que j'écris le brief afférent, l'agence, elle ne lèvera pas le petit doigt. Hein, parce que oui, tu as des proacs en agence, des proactivités, mais qui sont toujours, je dirais, très tactiques. Mais ça n'est pas l'agence qui va proactivement aller écrire ta stratégie de marque. En fait, ça ne vient que de toi. Et quand je suis passée côté annonceur, j'ai pris conscience de ça, mais vraiment. Et j'ai eu, je me rappelle, 1 an où il m'a fallu m'adapter. Il a fallu que je comprenne ce que c'était que d'être annonceur, que je comprenne qu'en fait, là, j'étais au contact du business, mais plus, et qu'en fait, si je faisais un mauvais brief, une mauvaise décision, ça avait un impact direct et je le voyais tout de suite. Et j'étais la responsable. Et donc, j'ai eu, je me rappelle, un petit coup de chaud où je me suis dit, ah non, mais la responsabilité m'incombe à 100%, parce que si je fais un mauvais brief, l'agence me fera une mauvaise réponse, et donc moi, ma marque, elle sera naze derrière, quoi. Et ça, ce sera de ma faute et pas de la leur. Donc ouais, je pense que... en tout cas, je recommande à quiconque travaille d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, de faire le vie ma vie et de passer de l'autre côté. Parce que si aujourd'hui je retournais en agence, je ne sais pas si je serais meilleure, mais c'est sûr que j'aurais une photographie beaucoup plus complète du sujet, quoi. Et je présume que toi, ça doit être pareil, vu que tu as vécu les tu deux. comprends un peu plus des fois. C'est vrai que quand tu es en agence, tu as du mal à comprendre pourquoi il y a de l'inertie, il y a de la latence, pourquoi, etc. Mais en fait, quand tu es chez un annonceur, tu vois un peu tout l'envers du décor, où tu vois que en fait, souvent, tu es amené à travailler avec 30% ou 50% de l'information ou de la prise de décision. Et donc, il y a plein de choses qui sont contingentes. Et le go que tu as eu il y a 2 semaines, d'un coup, ça devient un non. C'est ça. Pour une raison qui t'échappe. Et donc, tu es gêné et il faut que tu te débrouilles avec ça, quoi, et avec ton agence. C'est intéressant d'avoir les deux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à la prise de conscience que tu dessines. C'est-à-dire de dire, en fait, j'ai enfoncé une porte ouverte un peu gnangnan, mais c'est-à-dire que les deux travaillent à peu près pour le même objectif, finalement. Oui, et des fois, il y a un peu Des fois, il y a une relation qui est un peu je t'aime moi non plus. Complètement. Qui, c'est très vrai, t'as raison. Qui peut-être s'explique par des logiques de carrière, de protection, en disant si ça foire, je dirais que c'est pas ma faute, c'est plutôt le fusible X ou Y. Alors que fondamentalement, en fait, la bonne approche, c'est de dire c'est mon partenaire. Et comme tu dis, pour une agence, il n'y a rien de mieux que de travailler avec un brief clair. Mais encore faut-il avoir les moyens de faire ce brief clair comme tu le mentionnes. Mais le brief étant le point de départ de tout, si ton brief est mauvais, ton agence sera mauvaise. Et je trouve que tu as une responsabilité énorme quand tu es côté agence, parce qu'en fait, c'est trop facile de dire que l'agence, tu vois, elle a fait n'importe quoi et que c'était mauvais. En réalité, comme dans n'importe quelle relation, il y a une co-responsabilité. Et si toi, en tant qu'annonceur, tu n'as pas drivé comme il le fallait, faut pas s'étonner que derrière, la réponse, elle soit pas bonne. Hein. Mais après, je vais mettre une pierre dans le jardin des agences. C'est-à-dire que aussi, des fois, on est trop passif, on accepte le brief en l'état, alors qu'on sait bien qu'il est bancal, il est incomplet, etc. Et parfois, dans la relation, on n'ose pas aller challenger un peu ce qui nous a été porté pour plein de raisons. Hein, mais, c'est la limite d'une relation pécuniaire. C'est que, soyons très honnêtes, il y a aussi des enjeux financiers derrière lourds qui sont importants. Et ce qu'il m'est arrivé parfois quand j'étais côté agence de recevoir des briefs et de les challenger un minimum parce qu'il fallait aussi sécuriser le client, bien sûr que oui. Je pense que voilà, c'est la limite aussi d'une relation qui est sous-tendue par des enjeux financiers. Donc après, je pense que globalement, quand même, chacun essaye de faire au mieux et de faire du meilleur possible, parce qu'en fait, on est tous jugés in fine sur l'objet final et pas sur le temps passé, le temps à s'être pris la tête, le temps à avoir négocié les scopes, l'argent, etc. À la fin, on est jugé sur la réception. Ouais. Exactement. Et après Made, donc tu bascules chez Welcome. Donc c'est quoi, c'est 2023 ? Donc en fait, après Made, j'ai fait un peu de freelance en réalité entre les deux. Parce que Made, c'est une histoire qui s'est terminée en liquidation. Donc moi, du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans emploi. Et donc il a fallu que je trouve très très vite un travail. Et donc j'ai eu de la chance parce que, en fait, la liquidation de Made, elle a été assez médiatisée. Donc il y a des gens qui proactivement m'ont écrit en me disant sur LinkedIn, j'ai vu que c'était chaud pour Made, comment tu vas ? Est-ce que je peux t'aider ? Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mes premiers clients, parce que je leur ai dit, ah oui, moi je cherche un travail très vite, donc si tu as du free, je prends tout de suite, etc. Donc j'ai fait du free pendant 9 mois, et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai rencontré Jérémy, le fondateur de Welcome to the Jungle, parce que en fait, il cherchait à pouvoir un poste de Head of Brand pour la France. Donc j'ai passé tous les entretiens, etc. Et en fait, à la fin, ils m'ont proposé le poste et je l'ai refusé. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, parce que en fait, le poste de Head of Brand, c'était un peu ce que j'avais fait avant et j'avais l'impression de revenir en arrière et je savais qu'au bout de 6 mois, en fait, j'allais me cogner au mur et que j'allais m'en aller et que c'était une perte de temps pour tout le monde. Et puis par ailleurs, je pense que c'était encore un peu trop tôt en fait quand je les ai rencontrés. Le timing comme toujours. Et en fait, j'étais encore dans mon histoire de Made et j'étais encore en train un peu de faire le deuil de ce truc-là et j'étais pas prête à repartir en CDI. Donc j'ai fait du free et Jérémy, qui est quelqu'un de très intelligent, m'a dit à l'époque,
Eh ben, pas de problème. Tu sais quoi, moi, je vais continuer de chercher pour voir ce poste parce qu'il le faudra. Mais on doit faire notre première agence, on doit faire notre première campagne de publicité. Personne ne sait faire ça chez Welcome. Est-ce que tu veux bosser en free pour nous? Et donc, en fait, Welcome est devenu mon client. Et pendant 4 mois, j'ai travaillé pour eux. Et j'ai organisé un appel d'offres agence créa, agence média pour les aider à trouver les bonnes agences. Et en fait, à la fin de ma mission de 4 mois, Jérémy est revenu me voir et m'a dit « Bon, on se reprend un café ?» Et donc, on a discuté. Il me dit « Tu sais, la boîte, elle est en train d'évoluer. Là, on est franco-français, mais en fait, on va partir à l'international. Donc, il y a plein d'opportunités, etc., etc. » Et in fine, il m'a fait une nouvelle proposition que j'ai acceptée. Et donc, j'ai rejoint Welcome il y a 3 ans, bientôt, en tant que VP brand et créa. C'est ça, tu avais déjà un pied dans la porte, donc Ouais, c'est ça. tu vois. Et je vais te dire, c'est pas mal comme modèle parce que du coup, tu as le temps d'assesser Bah oui, la c'est ça, culture de la boîte. Ouais. Tu as le temps d'assesser les gens, de regarder comment c'est et de te dire est-ce que ce qu'ils disent se retrouve dans les actes. Et c'était pleinement le cas. Donc pour moi, après, c'était. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu la question. C'est est-ce qu'on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé? Est-ce qu'on travaille dans une boîte qui promeut effectivement l'emploi, on se doit d'être irréprochable? Bah oui, c'est sûr qu'on se le doit. Après, attention, hein, c'est des systèmes humains. Donc par défaut, c'est imparfait. Et par défaut, franchement, tu poserais la question à tu vois, des anciens de Welcome ou des employés actuels. Je suis certain que tu aurais plein de sons différents. Certains te diraient c'est formidable, d'autres te diraient pourrait mieux faire. C'est comme ça, tu vois. Mais oui, quand tu es chez Welcome to the Jungle et que ton sujet, c'est le recrutement et que tu as à cœur de raconter depuis 11 ans que en fait, ce secteur marche sur la tête et qu'il y a quelque chose qui est cassé, bah, de facto, tu es là pour mettre le doigt sur le problème et essayer d'amener des solutions. Et donc, c'est vrai que chez Welcome, moi, ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai commencé à travailler pour eux, c'est que dès le départ, ils avaient eu pour ambition d'utiliser la boîte comme un laboratoire d'expérimentation. Expérimentation des nouvelles modalités de travail. Et donc, tu vois, nous, par exemple, ça fait 7 ans qu'on est à la semaine de 4 jours. On a été la première entreprise à mettre ça en place en France. Et donc, au départ, c'était pas du tout pour aller évangéliser le monde du travail. Semaine de 4 jours pour 32 heures? Alors non, parce que la semaine de 4 jours chez Welcome, c'est pas d'être à un contrat de 32 heures, c'est basé sur la flexibilité. Donc le principe, c'est que tu choisis le mercredi ou le vendredi et qu'en fait, tu sais exactement ce que tu dois livrer. Donc si la outcome est là et que tu as choisi ton vendredi, tu travailles pas. Si en revanche, le jeudi soir, tu n'as pas réussi à livrer et que de facto, le lendemain, tu risques de bloquer quelqu'un, tu sais que ton vendredi, tu dois le travailler. Si je suis très honnête, franchement, moi, je vois le truc est quand même bien mis en place dans mes équipes. Sur une année, je pense qu'ils ont dû faire 10 vendredis full-time pour rattraper ce qui devait être fait, etc. Et le reste du temps, tu vois, soit c'est pas du tout, soit c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Nous, chez Welcome, c'est ça qu'on dit. On part du principe qu'on est tous adultes, qu'on sait exactement, évidemment, avec l'aide du manager, ce sur quoi on est attendu et ce qu'on doit livrer. Et donc, à partir de là, en fait, chacun gère aussi son temps de travail. Ça, c'est intéressant, c'est un nouveau modèle, parce que y a celui-ci. Moi, je te parlais du télétravail qui, aujourd'hui, nous, c'est une notion cardinale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'on est drivé aussi au livrable. C'est-à-dire que chaque consultant, toutes les personnes dans la boîte, elles ont un objectif mesurable, quantifiable. Et donc, moi, peu m'importe où tu le fais, comment tu le fais, à quelle heure tu fais cet objectif, ce livrable, si tant est que, effectivement, à la fin du mois, c'est rempli, quoi. Et en fait, c'est ça le seul juge de paix, quoi. C'est pas le moyen de le faire, quoi. Ça, peu importe, mais c'est effectivement l'exécution. Et donc, pourquoi il y a beaucoup de boîtes qui sont réticentes? C'est parce que je pense qu'elles n'ont pas ce driver-là. C'est-à-dire qu'elles sont sur un driver qui est autre chose, qui est sur d'autres KPI, sur d'autres méthodes de travail, d'organisation de travail, et donc elles ont du mal effectivement à basculer. Et donc à défaut de basculer, elles restent sur des modalités de gouvernance et d'organisation de travail qui sont celles qui sont depuis des années, quoi. C'est certain. Après, moi je me mets à leur place, tu vois, le fameux on a toujours fait comme ça. La réalité, c'est que c'est pas si facile, la conduite du changement, on le voit, hein. Et même dans n'importe quelle entreprise, tu vois, qu'elle ait 40 ans ou qu'elle ait 10 ans ou 5 ans, dès que tu bouges quelque chose, c'est compliqué parce que c'est des systèmes humains que tu dois faire bouger. Et en fait, c'est ça le plus complexe. Donc moi je peux le comprendre, mais c'est certain que et c'est marrant, moi je me rends compte dans ma carrière, j'ai toujours choisi des entreprises où j'allais pouvoir avoir une liberté. Parce que je pense que c'est un de mes drivers clés. L'agence, je travaillais comme une dingue, mais la raison pour laquelle je restais, c'est parce que la créativité était folle et parce que j'avais une liberté de dingue, parce que c'était la outcome. Chez Welcome, c'est pareil, tu vois. Et d'ailleurs, dans mes autres expériences annonceurs, je suis toujours bien tombée parce que ça a été aussi le cas. Et donc Welcome, c'est quoi un peu la promesse? Alors moi je connais bien, mais c'est rendre sexy le monde du travail ou
En fait, créer la du promesse, narratif autour de l'employabilité, c'est quoi un peu la c'est une promesse? bonne question. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai refait ce boulot-là il y a 1 an et demi, de revoir complètement la plateforme de marque de Welcome to the Jungle, parce qu'en fait, on avait à l'époque 2 promesses. Et donc ça, déjà, c'est un problème en soi. Et donc, parce qu'il y avait 2 promesses, ça n'imprimait pas en interne en premier. Donc, autant te dire que dans la tête de nos clients et de nos candidats, c'était hyper confus. Et donc, quand on a fait tout ce retravail-là, moi, j'ai été accompagnée par un planner strat vraiment génial là-dessus. On a atterri sur 3 mots très simples qui sont Find Your People. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire que notre rôle chez Welcome to the Jungle, c'est d'aider finalement les recruteurs et les talents à se rencontrer. En fait, la vraie réalité du monde du travail, c'est que, in fine, ce que tu veux, c'est c'est pas trouver un job, c'est de trouver le bon job avec les bonnes personnes. Et moi, je suis dans une catégorie, celle du recrutement, où on est quand même dans un espèce de number game, où c'est la surenchère du volume. C'est en permanence, moi, je vais être l'acteur qui va t'amener des millions de candidats, je vais être l'acteur qui va t'amener des millions de profils d'entreprise et des millions d'offres d'emploi. Mais à la fin, toi, ce que tu veux, c'est un talent pour le poste à pourvoir et qu'en plus ça marche avec l'équipe et avec l'entreprise. Et toi, candidat, ce que tu cherches, c'est un job. Donc en fait, le number game, il présente quand même de sérieuses limites. Et donc c'est vrai que chez Welcome, nous, ce qu'on dit depuis 11 ans, c'est que notre sujet n'a jamais été d'adresser ce number game. D'ailleurs, on ne gagnera pas, parce que nous, de surcroît, on s'adresse non pas à l'entièreté du monde du travail, mais quand tu vas chez Welcome, sur la plateforme Welcome, c'est pour trouver un travail dit de cadre, tu vois. Et donc, si tu cherches par exemple un travail dans le médico-social, il y a des offres d'emploi, mais très peu, et on ne sera pas les meilleurs pour ça, et c'est super OK, tu vois. Donc, effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est on essaye de ramener de la qualité dans un secteur qui est noyé par le bruit à l'heure actuelle, et le bruit qui est amplifié plus avec les sujets de l'IA, et par un secteur qui, en fait, a complètement oublié que le sujet, c'est pas juste la transaction du moment, c'est-à-dire, encore une fois, recruter. Le sujet, c'est de trouver les bonnes personnes. Parce que quand ces personnes, elles sont adéquates, derrière, ça clipse. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle de créativité et de productivité. Mais en fait, les bonnes personnes aux bons endroits, mais c'est une productivité de malade. Hein. Donc, en fait, c'est du bon sens. T'aurais pas eu un Apple sur la rencontre entre Steve Jobs et Steve Wozniak. Bon, ben voilà. T'aurais jamais eu les chansons des Beatles sans la rencontre de ces mecs-là entre eux. C'est ça que nous, chez Welcome, on veut essayer de rappeler au secteur et de rappeler à nos clients et aux entreprises avec lesquelles on travaille. En préparant l'émission, effectivement, je t'ai demandé de nous partager les tes 3 enjeux du moment. Ouais. Alors je les montre ici. On va les prendre un par un. Le premier enjeu effectivement que tu as mis en avant, c'est réussir notre repositionnement. Voilà. Donc Welcome, on a 11 ans. Et donc, en fait, en 11 ans, on en a vécu des choses. Et puis, on a aussi, si tu veux, on n'est pas l'ermite au sommet, seul au sommet de sa montagne, tu vois. Donc, tu vis aussi au sein d'un marché. Le marché du travail, il y a 11 ans, en 2015, il était déjà compliqué parce qu'il était ultra opaque. Et donc, quand Jérémy et Bertrand ont créé Welcome, leur ambition, c'était de dire... En fait, ça ne devrait pas être aussi opaque et on devrait pouvoir savoir ce qui se passe derrière les portes d'une entreprise. Donc, c'était ça le concept de Welcome to the Jungle, c'était d'ouvrir les portes des entreprises et de faire en sorte que lorsque tu candidates quelque part, au lieu de le faire de façon totalement impulsive, comme on le voit sur la plupart des plateformes où tu es là genre vite, là, et après quand on t'appelle, tu sais plus qui c'est. Là, l'idée, c'était de se dire non. On va montrer les gens qui travaillent dans ces entreprises, ils vont raconter leur métier, leur day-to-day, etc. Et donc, c'est vrai, par exemple, tu vois, en 11 ans, nous, on l'a suivi et on l'a monitoré, l'effet Welcome. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les candidats qui passent par Welcome to Jungle et qui candidatent, ils sont à 45% déjà beaucoup plus engagés que d'autres candidats. Donc, ce qu'on amène, nous, c'est des candidats qui sont déjà qualifiés parce qu'en fait, ils ont fait un bout de chemin et c'est en pleine conscience vraiment qu'ils ont fait ce truc-là. Mais ça, en 2015 et les années qui ont suivi, ça marchait très bien. La réalité, c'est que notre secteur, il a radicalement évolué. En 2015, tu avais très peu d'acteurs. Hein. Tu avais Indeed, nous, et LinkedIn. Et LinkedIn, ce n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui avec le réseau social. 11 ans après, tu as un nombre d'acteurs hallucinant. Qui sont arrivés avec tous des propositions de valeur hyper intéressantes, etc. Donc ça, déjà, tu as une densité qui est beaucoup plus forte. Et puis, tu as un marché, encore une fois, qui, avec l'arrivée de l'IA, s'est complètement retourné. Et donc, en fait, il a fallu qu'on repense qui on était et qu'on fasse notre bilan et qu'on se dise qu'est-ce qui marche pas. Et donc, oui, il y a maintenant 2 ans, on a complètement repensé Welcome. Comme on est quand même une boîte qui est très brand-led, on a d'abord fait le travail stratégique de
se dire pourquoi on est là. Donc, c'est le travail que moi j'ai fait avec Jérémy, avec Julien, etc. Et on a atterri sur Find Your People. Et ensuite, il a fallu regarder notre produit. Parce qu'en fait, tout part du produit. Moi, la marque ne sert à rien si le produit n'est pas là. Donc, on a aussi repensé intégralement notre produit. Et on est passé, et c'est par ça que j'entends repositionnement, on est passé d'une logique de, je dirais, job board, job platform, à une plateforme qui recouvre l'entièreté du recrutement et du sujet du recrutement. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est une suite entière, un peu comme tu l'as pour la Google Suite. C'est-à-dire que quand tu as accès à la Google Suite, par défaut, tu as accès à tout, mais tu sais que tu ne vas pas tout utiliser et c'est hyper OK. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une suite. Et donc, tu as la Welcome Hiring Suite où tu as un ATS si tu as besoin de l'utiliser, tu as l'outil de sourcing si tu as besoin, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on a complètement repensé. Et donc, moi, mon premier enjeu, c'est de réussir ce repositionnement parce que là, tu vois, moi, je te le pitch simplement, facilement, parce que ça fait 2 ans que je suis dessus et que le sujet, je le connais par cœur. Mais mon enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit aussi clair. D'abord que ce soit su et que ce soit aussi clair dans l'esprit de nos clients, des entreprises et des futurs clients qu'on souhaite avoir aussi chez Welcome. Et vous n'êtes pas allé jusqu'à lancer des fonctionnalités type ce que peut faire un Glassdoor, par exemple, sur la partie avis salarié? Alors, c'est clairement... posé la question, non? Alors, oui, on s'est posé la question. Et pour être très honnête, c'est des chantiers sur lesquels on travaille. Mais on a priorisé. Et nous, tu sais, on a revu notre outil from scratch. Parce qu'en fait, on avait 2 options aussi. C'était... l'outil qu'on avait construit en 2015, il avait apporté énormément de choses, mais il avait aussi des défauts, on le voyait bien, et on avait les retours de nos clients qui nous disaient ça marche pas, etc., etc. Et donc, en fait, il y a 2 ans, on s'est dit, option 1, on rattrape le retard technique et on fait en sorte d'être à niveau. Et on intègre et on saupoudre un peu d'IA. Option 2, 1, vouloir rattraper quelque chose, c'est jamais une bonne idée. 2, se dire saupoudrer, alors qu'en fait, on le sait, il vaut mieux être AI native d'entrée de jeu. C'est une meilleure option. Donc, en fait, nous, on a décidé de partir from scratch. Et donc, quand tu pars from scratch, ça requiert quand même beaucoup de ressources, d'énergie, etc. Et donc, on a priorisé la sortie de cette nouvelle suite. Et effectivement, pour les prochains mois, on a plein de nouveautés qui arrivent. Ouais, parce que là, il y a des territoires un peu il y a beaucoup de choses. À les choper. Ouais. Deuxième objectif, effectivement, que tu as mentionné, donc c'est remettre de la qualité au sein du marché. C'est ça. Donc, alors, c'est vrai que j'ai pas mal défloré le sujet depuis tout à l'heure, mais on est vraiment dans un monde où, en fait, on est sur le volume, et puis sur la vélocité. Il y a une obsession du volume et de la vélocité, mais où est la valeur là-dedans, tu vois? Et ça me semble assez fou, parce qu'encore une fois, les entreprises n'existent que parce qu'à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de se réunir, de se construire en collectif et de vivre une aventure ensemble, tu vois. Et donc, en fait, là-dedans, le quanti, le volume, on s'en fiche, quoi. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire dans le produit qu'on a sorti et toutes ces nouvelles fonctionnalités, c'est d'expliquer... d'abord, c'est d'essayer d'expliquer ce sujet-là, dans un premier temps. Et par ailleurs, c'est d'arriver à couper le bruit, faire en sorte d'accompagner les recruteurs à pouvoir se concentrer sur le fond de leur sujet, qui est la rencontre. C'est-à-dire que nous, on a embarqué l'IA pour qu'en fait, ça soulage le recruteur dans toutes les tâches administratives pénibles. Et le fait qu'en fait, il y avait aussi une fragmentation des outils. Donc aujourd'hui, quand tu es un recruteur, tu vas devoir créer ta job desk sur ChatGPT, la copier-coller, la mettre sur ton ATS, etc., etc. Bref, c'était devenu hyper compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va tout réunir en un seul et même endroit. On va faire en sorte que l'IA soit au service du recruteur, pour qu'en fait, une fois qu'il se retrouve face à Jérémy, qu'il rencontre pour la première fois, au lieu de prendre des notes, au lieu de perdre du temps sur des fioritures, il se concentre vraiment sur la personne qu'il a en face de lui et qu'il essaye de se dire, est-ce que cette personne, ça va matcher? Est-ce qu'elle va être heureuse? Est-ce qu'elle va s'épanouir dans l'entreprise? Voilà. Parce que c'est vrai que je suis là, moi, en ce moment, on recrute pas mal, ce que je disais. Je reçois énormément de CV. Je ne sais pas si c'est lié à l'IA, fait qu'effectivement, il y a une assistant qui automatise, etc. Et puis, et donc, moi, j'ai beaucoup de mal, comme tu dis, je reçois 200 CV et j'ai pas 200 fois X minutes à consacrer à chaque CV, évidemment. Donc, et donc, j'ai beaucoup de mal à aller voir tout de suite le point qui m'intéresse et à trier. Et en plus, moi, j'ai le sentiment que je suis quand même assez mauvais recruteur. C'est pas là où j'excelle. Alors peut-être que tu as un tip à me donner pour m'améliorer là-dedans. Mais déjà, je trouve ça hyper respectueux d'avoir connaissance de ses propres limites, tu vois, parce que ceux qui ne le voient pas, c'est là où c'est problématique. Moi, je trouve que ma seule force dans le recrutement que j'ai, c'est que je suis très réactif. C'est que je dis toujours que c'est la priorité numéro 1 de la boîte, le recrutement.
parce que souvent on a tendance à dire bah, attends, je fais mes dossiers, puis après je verrai pour recruter Ouais. la personne de mon équipe qui part, etc. Et en fait, on se retrouve 2 mois après, 3 mois après, pris à la gorge. Donc ça, moi, j'ai quand même le truc en disant dès qu'il y a un départ ou dès qu'il y a un poste qu'on doit ouvrir, c'est la priorité numéro 1 de tout le monde. T'as raison. Et donc j'essaie d'être le plus réactif. Hier, on m'a donné 2 candidats, je les ai contactés dans la foulée et je les vois demain. Donc, mais voilà, c'est la seule partition que j'arrive à jouer. Comment on fait effectivement pour, parmi tout ce brouhaha, pour identifier le point clé ou être meilleur dans sa politique de recrutement, par exemple? Alors déjà, juste pour corroborer ce que tu disais, c'est une réalité. Depuis 2023, on a eu plus 91% de CV reçus en moyenne. Dis-toi qu'un recruteur, il traite par an, en moyenne, 5300 CV. C'est monstrueux. C'est monstrueux, surtout que généralement, il est devenu tout seul parce qu'en fait, les budgets RH se sont réduits comme peau de chagrin et ils se sont retrouvés à gérer ça tout seul. Donc, c'est moi, je le vois dès qu'on publie une offre d'emploi pour recruter chez Welcome, dans la journée, on reçoit des centaines de CV. Donc ça, c'est vraiment backé par de la data. C'est la réalité aujourd'hui du métier du recruteur. Donc c'est vrai que ce qui est hyper important, et c'est comme ce que je disais tout à l'heure à propos du brief, si ton brief de départ, il n'est pas clair, tu vas pas trouver in fine la bonne personne. Et moi, ce que je vois aussi dans les chiffres, c'est qu'en moyenne, et c'est énorme ce chiffre, dans une étude qu'on a menée, en moyenne, 81% des recruteurs changent de profil à recruter en cours de route. Parce qu'en fait, au départ, toutes les bonnes questions n'avaient peut-être pas été posées. Tu vois ? Et ça, je pense qu'en fait, le point de départ de tout, c'est de quoi ai-je vraiment besoin ? Quels sont mes besoins business réels aujourd'hui et pour demain ? Avant de m'embarquer dans j'ai quelqu'un qui a démissionné, vite, il faut que je le backfill. Parce que par exemple, ça, c'est assez classique, tu vois. C'est mon Dieu, demain, j'ai plus cette personne, je peux pas vivre sans elle, vite, vite, je backfill, poste pour poste, sans vraiment me poser la question de mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un poste pour poste ? Mais attends, il va se passer quoi dans 6 mois dans mon entreprise, etc. etc. Donc, moi, je dirais, j'ai pas 1001 tips, mais le premier, c'est vraiment et avant tout se poser calmement et se dire quels sont mes besoins business pour aujourd'hui et pour demain. Et en fonction de ça, commencer à avancer. Parce qu'il est certain que la suite sera... Voilà. Et puis après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vais te dire, il faut aussi avoir les bons outils pour pouvoir travailler. Peut-être qu'il y a une feature à sortir, parce que c'est vrai que moi, je trouve l'exercice... Moi, j'écris beaucoup. J'écris des articles, j'écris des posts, j'adore écrire. D'accord. Et écrire une job description, vraiment, c'est mon truc horrible, quoi. Oui, je comprends, c'est pénible. Et peut-être qu'il faut gamifier le truc. Alors, quoi, dans la nouvelle suite qu'on a sortie, on a clairement simplifié la chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton agent, tu vois, Welcome, qui te parle, et en fait, il te pose quelques questions qui sont pas trop pénibles, et vraiment, en 30 secondes, ta job desk, elle est écrite, tu la relis, tu la réajustes et le sujet est plié. Ouais. Et en fait, ce qu'on a embarqué, nous, au-delà évidemment de l'IA, parce qu'en fait, tout le monde peut le faire, ça. Non, nous, ce qu'on a embarqué, là où on a mis la valeur, c'est ça fait 10 ans qu'on pense le sujet du monde du travail, tu vois, qu'on pense le parquet du monde du travail. Donc, en fait, des insights sur comment recruter au mieux, c'est quoi les bonnes questions à se poser, on en a un paquet et c'est ça qu'on a mis dans la nouvelle suite et dans toutes les questions qu'on te pose quand aujourd'hui tu es recruteur et que tu utilises notre outil. Tu as aussi partagé un troisième point, et tu l'as dit en préambule, et c'est un de mes chevaux de bataille depuis toujours, et je suis content que quelqu'un qui vient de la marque défende aussi ça, de dire la marque n'est pas au-dessus de la performance, les deux vont de pair, et même... elle est au service. Voilà, et ça, l'objectif, in fine, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires, du revenu, etc. Ah bah oui, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, quoi. C'est pas un gros mot, quoi, le revenu, c'est ça qu'il faut... Non, tout sauf ça. Ouais. Et moi, pour moi, la marque, la créativité, on est au service du revenu, on est au service du business. Et chez Welcome, on a toujours eu un sens aigu du sujet et c'est vraiment hyper agréable. Mais ça s'entretient. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, moi, mes équipes, je les encourage tous les jours à être assis à côté tu vois, de l'équipe revenu, à partager les mêmes problématiques, parce qu'en fait, si toi, sales, tu as un problème avec un client, ça doit aussi être mon problème. Et le côté chacun dans son couloir de nage, je regarde pas bien ce qui se passe à côté, ça c'est hyper dangereux. Donc moi, mon sujet, c'est continuer de connecter au mieux marque et business pour faire en sorte que 1 euro investi, moi, ça me ramène du revenu. Je vois un impact dans, tu vois, la pipeline, le pipeline, que je vois un impact, tu vois, sur mes MQL, sur mes conversions en SQL, etc. Ça, pour moi, c'est clé, c'est fondamental et c'est au cœur de tout. Et à chaque fois que mes équipes, par exemple créatives, me présentent une idée, elles le savent d'ailleurs, elles me connaissent par cœur maintenant, elles vont savoir que ma première question, ça va être pour quel impact ?
c'est quoi derrière le potentiel business, de quoi on se parle. Et moi, c'est ça que je demande aux équipes, c'est clé. Eh ben, j'ai rien à rajouter parce que moi je suis assez 100% aligné. J'écris beaucoup sur le sujet justement en disant que il faut qu'il y ait des projections, il faut quand même qu'à la fin des fins, que les forces elles soient mobilisées Oui, dans la même direction pour aller chercher effectivement de la croissance ou autre, et que la brand, c'est un moyen parmi d'autres leviers qu'on a à disposition d'atteindre cet objectif. Sur la partie IA qu'on a abordé à peu près tout au long de l'épisode, c'est évidemment un sujet qui est central, et notamment dans la plateforme de marque que tu parlais, que tu mentionnais, et puis dans la refactorisation de votre ATS finalement, ou de la plateforme. Est-ce que tu as un ou deux projets à nous partager de comment l'IA a innervé soit vos protocoles de production interne ou soit vos produits? Alors des exemples, c'est vrai que j'en ai pas mal. C'est marrant, j'en ai deux qui me viennent immédiatement. Le premier, c'est, tu vois, nous, il y a 2 ans et demi, on a pris le sujet de l'IA d'abord sous l'angle de l'interne. Parce qu'en fait, et ça encore, je pense que c'est inhérent au sujet Welcome, où tu sais, on a toujours utilisé Welcome comme un laboratoire d'expérimentation, etc. Mais en fait, on s'est toujours dit, les gens ont une vie avant Welcome, et ils en auront sans doute une après Welcome, parce que c'est comme ça, et tu vois, c'est fine. On passe un temps dans une entreprise, et puis parfois on y reste une vie, et parfois, en fait, c'est un passage. Et nous, l'employabilité de nos salariés, c'est quelque chose d'hyper important. Et donc, en fait, il y a 2 ans et demi, je me rappelle très bien de Jérémy, notre fondateur, dire en réunion à tous, en fait, ce sujet-là, il faut l'embrasser tout de suite, il faut d'abord l'embrasser pour l'interne, parce qu'en fait, il est de notre responsabilité de faire en sorte que les salariés Welcome to Jungle, si jamais ils quittent Welcome à un moment donné pour aller ailleurs, ils soient employables et qu'ils ne soient pas à la traîne, parce que ça, ce serait pas du tout OK. Donc, c'est vrai que, tu vois, par exemple, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord les people et comment on a embarqué ça. Et en fait, au début, on l'a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire pas très bien, tu vois, c'est-à-dire que globalement, on a pris un paquet de licences dans tous les sens, on a donné ça à tout le monde, et puis c'était un peu chacun qui se débrouillait. Et en fait, on a décidé de structurer ça, et aujourd'hui, on a une entité chez nous qui est pilotée par notre ancien CTO, qui était l'employé numéro 1 de Welcome to Jungle, qui a été notre CTO Kevin pendant des années, et qui aujourd'hui est toujours chez nous, mais vraiment est aux commandes du sujet IA. Et il a mis en place un truc génial avec ses équipes, où en fait on a un accompagnement incroyable, mais vraiment salarié par salarié, et où en fait avec eux on construit tu vois, tous les agents qui peuvent nous aider, on se pose 1 milliard de questions, etc. Et tu vois, moi par exemple, qui est pour partie des équipes créatives, on a beaucoup investi sur ces sujets-là. Comment est-ce que j'accompagne, par exemple, ma photographe que j'ai en interne sur ce sujet-là? Comment j'accompagne ma DA, ma conceptrice-rédactrice, qui sont des profils totalement différents. Donc ça, c'est assez fascinant. Donc tu vois, ça, c'est par exemple un premier projet. Et après, quand je pense IA, l'autre truc qui m'est venu en tête, mais ça, c'est sans doute lié au fait que je travaillais là-dessus juste avant de te rejoindre. Dans notre secteur, on a aussi une très grosse responsabilité, parce qu'on aide les gens à trouver un travail. Et ces gens, on les rencontre à un moment donné de leur vie qui n'est pas facile. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois que tu as cherché un travail, mais c'est un roller coaster, quoi. C'est-à-dire que dans une même journée, tu vas traverser toutes les émotions possibles, où tu vas te dire le matin au réveil, allez, je suis le meilleur, je vais trouver. À midi, je suis qu'une merde, j'aurai jamais de boulot, etc., etc. Tu vois. Donc c'est quand même assez dur. Et donc dans ces moments-là, nous, les candidats qui viennent sur notre plateforme, de surcroît, ils nous donnent aussi accès à leur vie, tu vois, ce qui nous donne accès à leur data, ils nous donnent accès à ce qu'ils cherchent dans la vie, à ce qu'ils veulent plus vivre, etc., etc. Et donc, tu vois, juste avant de venir, moi, je travaillais sur les sujets de IA et de responsabilité. Parce qu'en plus, moi, j'ai en ligne de mire le European AI Act qui va être mis en œuvre en 2027. Et donc, moi, j'ai pas du tout envie de prendre ce truc-là par défaut en me disant « j'ai pas le choix, il faut que ce truc-là soit fait, etc. » Donc ça, tu vois, c'est une conversation que j'ai en ce moment même avec notamment notre directrice juridique, Isabelle, et différentes équipes. Et là, toutes les questions aujourd'hui, c'est sur, tu vois, data retention. Comment est-ce qu'on est responsable aussi en matière d'IA? Ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, pas très loin, ça va être aussi... et sinon, d'un point de vue environnement, c'est quoi le sujet, tu vois? Enfin, comment on le traite aussi? Donc, j'aurais pu te parler de l'IA embarquée dans notre produit, etc., mais j'ai le sentiment qu'on en a déjà un peu parlé avant. Mais donc, naturellement, c'est un peu ces deux sujets-là qui me viennent de prime abord, tu vois. Ok, moi c'est marrant parce que là en interne on a publié une charte un peu du bon usage de l'IA entre guillemets, parce comme tu l'as dit, effectivement il y a une période d'euphorie, et moi je suis plutôt partisan de laisser libre cours à cette euphorie pour faire en sorte que toutes les bonnes initiatives et les bonnes énergies elles s'embrassent entre guillemets. Mais je vois très vite le truc qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une non-maîtrise du sujet, des notes faramineuses,
tout cas en décalage par rapport aux usages et aux besoins réels. Ouais. Et donc tout de suite, moi j'ai demandé à ce que très vite on commence à valider le sujet en créant de la gouvernance, en créant un guide des bons usages. Par exemple, on n'a pas besoin d'utiliser toujours le meilleur modèle pour l'ensemble des requêtes ou des besoins que l'on a. Il y a plein de besoins qui sont bien couverts par le modèle d'il y a 2 mois, qui était déjà l'excellent modèle il y a 2 mois. Donc voilà, il y a des choses, effectivement, on voit bien qu'il y a des réflexes, il y a des mauvais réflexes qui commencent à s'installer. Et je pense qu'il faut tout de suite couper court. Et en fait, ça, les marques ou les boîtes vont être confrontées à ça, au mur comme ça de la dépendance très, très rapidement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a une autre tradition aussi dans le podcast, c'est chaque invité nous partage un peu son action quick win, un peu son hack. Une petite action qui génère un effet levier massif. Est-ce que tu en as un ou deux à nous partager ? Alors c'est marrant parce que ta question, je l'avais pas prise comme ça au départ. J'avais compris le hack. En fait, le truc est un peu sous-estimé, tu vois. Et peut-être pas au sens... Enfin, de facto, c'est un win. Quick, je sais pas. J'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, plus j'avance dans ma carrière, n'est-ce pas, plus j'en prends conscience. Revenir aux fondamentaux, avoir les bons fondamentaux, les bons basiques, en fait, il n'y a que ça de vrai. Je dirais, et ça, c'est d'un point de vue protéiforme, c'est aussi bien, tu vois, les fondamentaux d'un point de vue produit. Regarde, nous, on a fait cet exercice-là il y a 24 mois chez Welcome, de se dire, est-ce qu'on a le bon produit ? Oui, non, ok. En fait, il faut revenir aux basiques et avoir les bons basiques, parce qu'en fait, c'est d'abord ça le sujet. Et tu vois, pour moi, les fondamentaux aussi, c'est d'avoir les bons people et de savoir bien s'entourer. Et ça, c'est peut-être pas un quick win immédiat, tu vois, mais en réalité, le sujet de savoir bien s'entourer, pour moi, ça, c'est le hack. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à réfléchir à c'est quoi le bon outil, c'est quoi la bonne infra, etc., etc. Mais en réalité, si tu pars du principe que, a priori, dans la vie, tu sais pas tout faire, et que partant de ce postulat, il est préférable de savoir bien s'entourer de bons experts, là, c'est là où moi, je vois la grosse différence. Donc, j'avoue, c'est comme ça que quand j'avais reçu ta question, j'y avais réfléchi, et je m'étais dit de façon très simple, dans un monde qui a tendance à tout complexifier et les humains ont tendance à créer des usines à gaz, des systèmes absolument compliqués, etc. Moi, j'avoue, je reviens toujours aux fondamentaux et aux basiques et on a tendance à d'ailleurs les déprécier, ce que je trouve assez dommage parce qu'en fait, tout part de là. C'est la fameuse image sur la courbe d'ignorance où au début, tu es là, tu es non sachant, mais tu sais que tu ne sais pas. Donc, tu as des idées assez simples. Et puis, plus tu sais, plus tu vas complexifier ta pensée. Puis, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Tu as la vérité révélée, comme tu dis. Et tu as un moment de ta vie où tu dis, en fait, finalement, mon moi d'il y a 10 ans, il a peut-être raison que les basiques, ça fonctionne. Et c'est marrant parce que cette réponse, vous êtes plusieurs à me l'avoir donnée. C'est vrai ? Et c'est toujours dans cette tranche de carrière, entre guillemets. Arrivé à 40 ans, on a l'épiphanie. Ouais, c'est en tout cas passer les 10-15 ans en disant, en fait, finalement, il y a quand même des basiques qu'il faut avoir. Et toutes les révolutions que je me suis pris, ça ne change pas le fondement des choses, en fait. C'est ça. Tu vois, regarde, moi, dans tout le travail stratégique qu'on a fait, avant Find Your People, on avait des promesses qui étaient justes, mais qui étaient compliquées, que personne comprenait et que personne ne retenait. Find Your People, pardon, c'est 3 mots méga simples, franchement, mais en réalité, tout est dit, tout est là, quoi. Il y a beaucoup de en fait, il y a pas de la complexité, pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vertus à la simplicité, à avoir un message clair, un produit clair, une promesse claire, ça fait quand même déjà 80% du job. Ouais. Et c'est marrant parce que là, moi, je publie un article, il sera publié là, au moment du podcast, sur arrêter avec la playbookisation du marketing. C'est-à-dire qu'il je dis, il n'y a pas de chemin balisé. Non. Il n'y a pas de recette magique, sinon ce serait trop simple, on sûr, serait tous des succès. Et puis des fois, il faut se laisser confiance, il y a des choses qu'on sent, il y a un peu de vista, il y a aussi un alignement de planète qui s'opère des fois. Bien sûr, t'as raison. Et il faut arrêter de vouloir imiter le concurrent, il faut éviter de vouloir refaire un truc qui a fonctionné là-bas, mais en fait, il n'y a pas de chemin comme ça balisé, vraiment. Je suis hyper d'accord, c'est marrant parce que tu vois, quand je suis arrivée chez Welcome, je me rappelle qu'au début, je passais beaucoup de temps avec Jérémy parce que quand on fait mon métier, tu as besoin de comprendre, tu vois, d'où on vient, pourquoi on a fait ça, quel était notre mythe fondateur, etc. Et ça passe par des conversations, tu vois, au café, au resto, etc., pour essayer de comprendre, quoi. Et je me rappelle très bien qu'un jour, j'avais dû poser cette question à Jérémy, alors je sais plus exactement en quel terme, mais je lui avais dit... Toi, à l'époque, quand tu as créé Welcome avec Bertrand, quand vous regardiez la catégorie, vous vous disiez quoi, etc. Et Jérém m'avait répondu, moi, la catégorie, je la regardais pas trop. Nous, en fait, on avait juste envie de faire un truc à notre façon, qui nous plaise, sans être, je dirais, contre quelqu'un. On était contre le système du recrutement qu'on trouvait complètement, tu vois, ubuesque et aberrant, mais on se disait pas, on veut devenir l'anti-machin, l'anti-truc. En fait, on voulait juste faire notre truc à notre façon et c'est tout.
et de façon très simple. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est dur, je trouve, parce que oui. voilà, toi, tu as la chance d'être dans un environnement où les fondateurs ils sont branchés sur cette idée-là. Ouais. Mais en fait, tu as plein de boîtes où tu as des CMO qui ont cette volonté-là de dire je vais trouver une singularité, une identité propre, et en fait, où ils sont rappelés un peu par leur CEO qui dit faut faire la même chose que le concurrent A. Ouais, et si tu veux, ils ont une marge de manœuvre qui est minime, en fait, où ils sont obligés de répéter les vieilles recettes. J'imagine, après tu parlais du loup d'Intermarché, j'imagine le nombre de briefs que les agences médias ont dû recevoir en disant je veux le loup d'Intermarché, etc. Imaginer. Mon Dieu, ça a dû être dans tous les briefs. Ça a dû créer du business, ça doit être un enfer aussi en termes de créa. Évidemment, parce qu'en fait, les histoires sont c'est forcément décevant, quoi. C'est-à-dire que le rendu et puis la réception sera forcément décevant, donc tu prends un petit billet, mais c'est clair. Derrière, c'est pas. C'est clair, c'est presque une malédiction, je pense. Ouais, c'est possible. On attaque la dernière séquence, Alice. Oui. Je vais te proposer des mises en situation, puis tu vas nous dire comment tu réagirais. Vas-y. La première, si demain tu deviens CEO de Welcome, par exemple, quelle est la ligne budgétaire que tu couperais dans le budget marketing ? Oh, ça c'est une question intéressante, dis donc. Quelle est la ligne budgétaire que je couperais ? Faut pas que ça donne des idées à ton patron, mais... Attention à ce que je vais dire. Quelle est la ligne budgétaire que je couperais ? J'ai le droit de la couper pour réinvestir ou non ? Je la coupe. Quelle est la réallocation que tu ferais finalement ? Tu vois, j'ai toujours cette éternelle question de est-ce que le social media, c'est un truc que tu externalises ou que tu internalises ? Parce que dans plein de boîtes que j'ai faites, j'ai toujours fait un coup à gauche, un coup à droite, et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Donc, si demain j'étais CEO, probablement que cette ligne-là, je la couperais pour réinternaliser ce sujet-là, tu vois, parce que une agence, elle t'amène une ouverture d'esprit incroyable grâce à la pluralité des problématiques qu'elle traite, et ça, c'est quand même une chance. Mais celui qui maîtrise le mieux la marque, c'est quand même celui qui la vit du matin au soir et qui s'endort le soir avec et se lève le matin avec. Donc, je pense que je regarderai ça peut-être. Moi, quand j'étais arrivé chez Meilleur Taux, c'était la première décision que j'avais prise. Ah ouais ? Alors, je venais d'agence, j'avais tout internalisé. Ah ouais, voilà. Parce qu'on avait des budgets monstrueux et je voulais gagner en... Moi, je crois beaucoup que la différence, ça se fait pas forcément sur l'expertise technique, de moins en moins. Alors, il faut avoir ce bagage-là, mais c'est beaucoup sur l'expertise métier. Et par exemple, tous mes consultants, je les encourage d'être évidemment très bons dans leur discipline, mais aussi de très bien connaître l'environnement du client, son modèle économique, ses concurrents, sa promesse, etc. Et c'est comme ça que tu vas chercher un peu l'élément différenciant. Donc, je peux comprendre cette remarque. Autre mise en situation, demain, tu reviens sur le marché de l'emploi. C'est quoi la première compétence que tu bosses, qu'il faut avoir, à ton avis ? Eh bien, écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'upskilling plus que jamais. Et donc, je pense que la première compétence, c'est une bonne question. En fait, c'est tellement large. J'aurais tendance à dire continuer, tu vois, de travailler les sujets liés à l'IA et les organisations et comment est-ce que, tu vois, tu essaies de créer des structures qui soient les plus résilientes possibles et les plus efficientes possibles pour que le business derrière suive. Écoute, de manière générale, moi je pense fondamentalement que dans le monde dans lequel on est, celui qui reste simplement curieux, qui se forme en permanence à un paquet de trucs et qui reste pas, tu vois, dans je dirais son couloir de neige, c'est celui qui a le plus de chances de s'en sortir. Et d'ailleurs, ça se voit très vite. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec des chasseurs de tête parce que j'ai besoin d'être au contact aussi avec le marché et de prendre le pouls. Et donc, je passe pas mal de temps avec aussi ces personnes-là pour essayer d'écouter les retours marché qu'ils ont. Et pour la plupart, ils me disent, tu vois, que notamment au niveau des C-level aujourd'hui, on cherche plus de C-level qui soient des managers de managers, mais on cherche des C-level qui soient des doueurs et qui en fait soient capables de prendre à bras le corps un sujet qu'ils n'ont jamais fait avant et c'est pas grave, ils vont apprendre sur le tas et ils y vont, tu vois. Et tous ceux qui sont pas dans cette mindset-là, me disaient les chasseurs de tête, ils passent pas l'étape d'après parce qu'en fait on repère que tu vois, ils n'arriveront pas à s'upskiller, etc. Donc, je pense que demain, je me retrouve sur le marché du travail. Ce que je mets en avant, c'est le fait que moi, en fait, j'ai vécu plein de vies différentes, plein d'industries différentes. Et comme je te le disais en préambule, je pars du principe que dans la vie, rien n'est figé et que, tu vois, tu vas à droite, à gauche, devant, derrière. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les C-level, sur les CEO. Effectivement, il y a une stat aux États-Unis sur le S&P 500 qui disait qu'ils avaient, en 2 ans, c'est les 500 plus grosses boîtes aux États-Unis, ils ont renouvelé, je crois,
Ouais. à peu près un tiers ou 20% de leur patron. Ouais. Justement pour dire, on ne veut pas de personnes qui sachent gérer des conseils d'administration, ça C'est nous ça. intéresse moins, mais plutôt des personnes effectivement qui ont les mains dans le cambouis. Bah voilà. Et d'eux-mêmes, alors d'eux-mêmes, en tout cas c'est le narratif qu'ils nous donnent, je ne sais pas si c'est d'eux-mêmes qui partent, mais en tout cas il y a ce côté passage de flambeau où on va recruter des C-level plus juniors, mais qui effectivement sont opérationnels. en prise avec le marché. Ça. Il y a un deuxième quand même signal faible que j'observe, c'est que je me dis, à mesure que l'IA va se démocratiser, va rayonner et innerver les boîtes, la question de la data, du code, etc., ça va être des questions qui vont être réglées, entre guillemets. Et donc les profils très valorisés jusqu'à aujourd'hui, les profils cartésiens, les profils matheux, vont peut-être perdre en valeur, en tout cas ils vont être moins premiumisés qu'aujourd'hui. Je lis beaucoup de choses là-dessus. Ouais, ce que j'observe, en tout cas, sur ces grosses boîtes d'IA, elles recrutent des profils qu'elles ne recrutaient pas avant. C'est-à-dire qu'elles recrutent des profils littéraires, des profils qui viennent des sciences sociales, etc. Vrai. Des profils qui gèrent de l'humain. Et en fait, je pense que c'est un peu ce que moi, je le vois, par exemple, avec mes équipes opérationnelles et surtout commerciales. Étant donné qu'on arrive à automatiser, franchement, en un an, on a automatisé peut-être 80% de nos livrables. D'accord. Et donc, ce qui fait que les commerciaux, au lieu de passer leur journée à faire des slides, aujourd'hui, ils passent leur journée à parler aux clients. Et franchement, je trouve que c'est quand même mieux. On parlait de fondamentaux. Voilà, c'est quand même mieux. Mais on l'avait un peu oublié. C'est-à-dire que, et je pense qu'en agence, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ils faisaient des slides parce que c'était le job et c'était comme ça. Et qu'on avait l'impression de mettre notre valeur dans les slides. Mais je vois très bien. Et donc, du coup, je vais plus. Si demain je dois recruter un commercial, je vais pas recruter quelqu'un qui fait des belles slides. Je vais recruter quelqu'un qui sait parler aux clients, qui sait faire une prise de besoin, qui sait rassurer, qui a ce flair, etc. Qui sait faire ce que l'IA ne sait pas faire, c'est-à-dire comprendre l'humain, quoi. Et j'avoue, forcément, moi je prêche pour ma paroisse, je suis une littéraire et je me rappelle très bien que quand j'ai passé mon bac L, tu vois, à l'époque, tout le monde me disait « Ah ouais, toi, t'es dans la voie de garage, hein, toi, tu feras rien de ta vie. » Bon, moi, j'étais convaincue que les littéraires... ta revanche, là. J'ai ma revanche, et puis j'étais convaincue surtout que les littéraires avaient toute leur place dans le monde de l'entreprise. Et j'avoue que c'est vrai que moi, je lis beaucoup d'articles à l'heure actuelle qui expliquent que ceux qui vont s'en sortir, c'est les créatifs, c'est les littéraires, c'est ceux qui pensent différemment, parce qu'en fait, ça, aujourd'hui, l'outil, sait pas le faire. C'est le patron de Palantir qui a dit c'est la revanche des neurodivergents. Alors, j'ai vu. Bon, voilà, le terme aujourd'hui il est utilisé un peu à tort à travers, mais en tout cas ça veut dire que c'est la revanche des cerveaux qui sont peut-être dans un autre moule entre guillemets, ou une autre démarche, qui vont reprendre le pouvoir. Donc, c'est vrai. En tout cas moi je trouve ça hyper intéressant. Et dernière mise en situation, Alice, quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 15 ans au moment où tu démarres chez BEPC? Oh là, eh bien je lui dirais surtout écoute-toi, parce que le peu de fois où je ne me suis pas écoutée alors que je savais très bien, je me suis plantée. Et donc, vraiment, je lui dirais, tu sais, tu sens le truc, si tu le sens pas, tu le fais pas. Quand il y a un doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et voilà, clairement, je lui dirais ça. Tu penses que tu es jeune et qu'en fait, tu crois ne pas savoir. En réalité, au fond de toi, tu sais. Donc, surtout, écoute-toi. C'est un bon conseil. Je pense qu'on peut s'appliquer en pro et en perso, ce conseil-là, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a souvent le nez creux et des fois, on pense distant de la réalité, mais ça va jamais dans le bon sens. Super, merci Alice pour ta dispo, puis pour tous les feedbacks et les enseignements que tu nous as partagés. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce podcast. Moi aussi, merci, c'était très chouette. Super. Puis merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir.